Ma présentation va porter sur l'une des stratégies méthodologiques parfois utilisées en neuroéducation qui consiste à identifier les mécanismes cérébraux liés à l'expertise d'un domaine scolaire, par exemple, et les retombées éducatives possibles. Et je vais le faire en vous présentant un exemple, une recherche qui s'intéresse aux mécanismes cérébraux liés à l'expertise scientifique, plus particulièrement au niveau de l'expertise en électricité. Le problème scientifique qui est à l'origine de cette recherche, c'est le problème bien connu de la persistance des conceptions des élèves. On sait que les conceptions spontanées des élèves vont souvent s'opposer aux connaissances scientifiques qu'on cherche à enseigner. On sait également que ces conceptions erronées ou inappropriées sont difficiles à modifier, ce qui va poser un problème pour l'enseignement des sciences, dont le but précisément va être de faire évoluer ces conceptions. Donc, c'est un problème éducatif important dans l'enseignement des sciences. Et ce problème de la persistance des conceptions a mené à un vaste champ de recherche portant sur les conceptions des élèves et le changement conceptuel. Et ce champ de recherche nous a apporté de nombreuses connaissances très intéressantes sur les conceptions des élèves. On sait à l'heure actuelle que les élèves ont des conceptions erronées par rapport à la plupart des phénomènes scientifiques. On connaît quelles sont les conceptions les plus fréquentes et on connaît même jusqu'à un certain point quelles sont les conceptions les plus résistantes au changement, les plus persistantes. Par contre, on en connaît encore peu sur la nature du changement conceptuel, c'est-à-dire les processus qui sont en jeu dans le changement de conception. Et nous, on pense qu'en utilisant une méthodologie qui est très peu utilisée dans ce domaine-là, l'imagerie cérébrale, plus précisément, en fait, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qu'on peut apporter des éléments de connaissance nouveaux pour mieux comprendre la nature de ces processus de changement conceptuel. Alors, c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette question des mécanismes cérébraux qui sont liés au changement conceptuel en sciences. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné en détail la littérature en éducation sur les conceptions des élèves. Et on s'est rendu compte que l'un des domaines où on retrouve le plus de conceptions, ou du moins l'un des domaines les plus documentés dans la littérature de recherche en éducation, est le domaine de l'électricité. On s'est également rendu compte que l'une des conceptions les plus fréquentes au tout début des processus de changement conceptuel, c'est la conception selon laquelle un seul fil est nécessaire pour allumer une ampoule. Au niveau scientifique, cette affirmation est incorrecte. Il faut en fait un minimum de 2 fils électriques pour allumer une ampoule. On s'est servi de cette information-là pour construire une tâche cognitive utilisable en IRMF que je vous présente dans quelques instants. Juste avant, je vous parlais en introduction de cette stratégie de comparer experts et novices, ou d'étudier les mécanismes cérébraux en lien avec l'expertise. Je vais vous expliquer ici pourquoi nous, dans notre contexte de cette recherche-là, on a utilisé cette stratégie. Je vous ai dit que les processus de changement conceptuel sont difficiles, mais ils sont aussi longs. Les chercheurs ne s'entendent pas tout à fait sur la durée, mais certains parlent de quelques années. Donc, de réaliser une comparaison entre l'activité cérébrale avant et après un changement conceptuel est difficile à réaliser à l'intérieur d'un laps de temps relativement court. Ce projet de recherche s'inscrivait dans une thèse de doctorat qui devait être complétée dans un nombre restreint d'années. Et donc, il a fallu trouver une autre stratégie que celle de la comparaison avant et après. L'une de ces stratégies, c'est de comparer les experts d'un domaine aux novices d'un domaine. C'est une stratégie qui a été utilisée au niveau de l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul également. Il y a certaines études pilotes menées par l'équipe de Kevin Dunbar qui a utilisé également cette stratégie, qui ne permet pas de mesurer directement le changement conceptuel en tant que tel, mais qui nous permet de trouver des informations intéressantes sur les mécanismes cérébraux en lien avec l'expertise dans un domaine, dans ce cas-ci l'électricité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des novices et des experts en sciences. 12 novices pour être précis, 11 experts, et on a tenté d'obtenir des groupes équivalents à plusieurs égards, notamment au niveau de l'âge. Dans le cas des novices, une moyenne d'âge de 22,9, dans le cas des experts, 22,1. Nous avons, comme dans ce genre d'études-là, comme dans la plupart de ces études-là, on ne prend seulement que des droitiers pour éviter une variabilité intersujet entre gauchers et droitiers. Nous n'avons pris que des hommes parce qu'à cause du nombre de sujets de cette étude-là, il était préférable d'éviter, encore une fois, une variabilité intersujet entre les hommes et les femmes.
Mais ce sont tous des étudiants, et les deux groupes sont tous des étudiants du baccalauréat. Donc, on a essayé de contrôler le niveau d'éducation. Mais dans le cas des novices, il s'agit d'un baccalauréat en sciences humaines. Il y avait des étudiants provenant de histoire, sciences politiques, philosophie, etc. Les experts étaient des étudiants du baccalauréat en physique. Donc, des étudiants assez avancés au niveau de leur formation scientifique, principalement des étudiants en fait de deuxième et troisième année de physique. En plus de tous ces critères-là, il y avait aussi l'aspect que les novices devaient montrer, dans 90% des réponses qu'ils fournissaient dans l'appareil, qu'ils avaient des conceptions erronées concernant l'électricité. Et les experts, au contraire, devaient montrer qu'ils avaient des réponses scientifiques, qu'ils n'avaient pas de fausses conceptions dans une proportion de plus de 90%. La tâche qu'on leur a présentée est la suivante. C'est des circuits électriques où chaque ligne ici représente un fil électrique. On a des ampoules qui s'allument ou ne s'allument pas. Dans ce cas-ci, les deux ampoules s'allument, même l'ampoule qui est connectée à la pile par un seul fil ici. Les novices disent que cette situation-là, elle est correcte, en fait, qu'au niveau scientifique, cette ampoule ne devrait pas s'allumer. On a nommé ces circuits électriques circuits électriques naïfs, en fait. On avait une autre catégorie de circuits électriques, cette fois-ci, des circuits électriques qualifiés de scientifiques, puisque l'ampoule, ici, ne s'allume pas parce qu'il y a un seul fil qui va lier cette ampoule-là à la pile. Et à chaque fois, on demandait aux participants de dire si le circuit était incorrect ou correct. Il y avait une troisième et dernière catégorie de circuits électriques, des circuits électriques contrôle, où cette fois, vous l'aurez remarqué, il y a un bris dans le fil. Et à la fois, les novices et les experts doivent dire que ce circuit-là est incorrect, sinon ils n'ont pas très bien compris la tâche. Et donc, c'était une mesure de contrôle qu'on avait. Bonjour. Au niveau de l'analyse, on a suivi des étapes plutôt standards. Je vais y aller rapidement. On a procédé à une correction du mouvement suivi d'une normalisation, suivi d'un lissage de 8 mm avec SPM8. Et la comparaison entre les novices et les experts, c'est un test T à deux échantillons indépendants. Et le seuil qui a été fixé, c'est un seuil inférieur à 0,001. Je vais vous présenter les résultats, puis ensuite, je vais discuter brièvement des retombées de ces résultats-là sur l'éducation. Ici, on a les différentes catégories de stimuli ou de questions qui ont été présentées, les circuits naïfs, scientifiques et de contrôle. Ici, on a les régions qui sont plus activées chez les experts que chez les novices. Et ici, les régions plus activées chez les novices que par rapport aux experts. Et ici, les régions plus activées chez les experts par rapport aux novices. Et ce qu'on voit ici, c'est une image de cerveau vue d'en haut, et c'est un cerveau transparent qui nous permet de voir en une seule image toutes les activations du cerveau. Ce qu'on remarque d'abord pour les novices, c'est qu'une région ici, qui est le cortex préfrontal dorsolatéral, est plus activée lors de la présentation de circuits scientifiques et de contrôle. Et on s'attendait à ce résultat-là. Pour les novices, qui ne sont pas familiers, moins familiers, disons, avec ce genre de tâches, on s'attendait à ce que cette région, qui est en lien avec la mémoire de travail et aussi avec l'attention, que cette région soit plus mobilisée, puisque ça demande, on peut s'attendre à ce que ça demande aux novices un effort cognitif plus important pour résoudre ou répondre à cette question. Chez les experts, on remarque une région ici, qui est le cortex temporal milieu droit, ou gyrus angulaire, qui est mobilisée. C'est une région qui semble être en lien avec la capacité de relier des informations visuo-spatiales et un travail de réflexion interne, peut-être un travail de réflexion en lien avec les connaissances antérieures. Mais ça, c'est une interprétation qu'on a jusqu'ici. Donc, un traitement visuo-spatial plus ciblé où les experts mobilisent davantage cette région en lien avec du traitement visuo-spatial puis le lien avec un processus de réflexion interne. Un des aspects les plus intéressants dans les résultats, c'est que les différences entre experts et novices sont somme toute mineures. On n'observe qu'une seule région qui est différente, sauf dans la situation ici. Regardez, pour ce qui est des circuits naïfs, on observe de nombreuses régions qui sont significativement plus activées chez les experts. Et quand on regarde ces régions-là, il y a des régions postérieures, derrière le cerveau, la région que je vous nommais tantôt du gyrus angulaire droit, mais aussi des régions du cortex occipito-temporal, régions qui sont habituellement en lien avec l'identification d'objets. Donc, ces trois régions-là, ces deux régions-là, c'est la même chose, c'est
occipitotemporale gauche. Gauche et droit, en fait. Et ces régions-là, ce sont des régions très en lien avec le traitement visuospatial. Les régions devant sont des régions qu'on appelle le cortex cingulaire antérieur, des régions du cortex préfrontal, c'est-à-dire dorsaux et ventrolatéral, et une région du cortex frontal médial. Et lorsqu'on regarde dans la littérature, les recherches qui s'intéressent à l'inhibition mobilisent la plupart du temps ces régions-là de cortex cingulaire antérieur, préfrontal, ventraux et dorsolatéral, parfois médial également. Et ces situations dans lesquelles l'inhibition, c'est des situations où les participants doivent surmonter une réponse habituelle ou une stratégie qui leur vient spontanément en tête. Donc, les résultats laissent entendre que lorsque les experts répondent à des questions où on présente des circuits naïfs, ils ont besoin d'inhiber. Donc, les retombées sur le changement conceptuel, d'abord cette idée d'inhibition-là, que l'inhibition semble jouer un rôle dans les processus de changement conceptuel. La question qu'on peut se poser, c'est que doivent inhiber au juste les experts? Que doivent-ils contrôler, désactiver? Et l'hypothèse qui nous semble la plus plausible, c'est que les conceptions inappropriées n'ont peut-être pas disparu, ni été remplacées au cours des processus de changement conceptuel. Il reste probablement la trace dans le cerveau de ces experts en sciences, la trace de conceptions inappropriées ou d'heuristiques qui demeurent dans le cerveau même après les processus de changement conceptuel. Et l'expert doit inhiber cette tendance naturelle-là à aller vers des conceptions inappropriées pour répondre de façon scientifique. Sans entrer dans les détails, si les données sont incompatibles avec l'idée que les conceptions disparaissent ou sont remplacées, c'est compatible avec différents modèles où les conceptions initiales, représentées ici, sont conservées au cours des processus de changement conceptuel. Ils peuvent être conservés à côté, c'est ce qu'on appelle la coexistence. Donc, la conception scientifique peut se développer à côté de la conception erronée, mais il peut y avoir des modèles plus complexes, notamment des modèles d'intégration. Donc, des retombées intéressantes pour notre conception de l'apprentissage. Y a-t-il des retombées pour l'enseignement des sciences plus précisément sur les pratiques? Je vous dirais que cette recherche n'a pas été pensée, n'a pas été optimisée pour arriver à des implications pédagogiques bien précises sur l'enseignement des sciences, mais on a quand même des pistes. D'abord, parce que l'inhibition semble un concept intéressant, il faudrait développer une espèce de pédagogie de l'inhibition, c'est-à-dire quelle approche pédagogique est susceptible de développer l'inhibition scientifique, si vous voulez, dans différentes circonstances. Et les quelques pistes qu'on a, c'est d'abord à partir des travaux d'Olivier Houdet sur les effets positifs d'un entraînement par inhibition grâce, d'une part, à des alertes émotives, mais d'autre part, à l'identification des réponses qui sont en quelque sorte des pièges. On pourrait penser que ça, c'est une piste intéressante. On sait que ça fonctionne assez bien pour les erreurs de raisonnement logique. Est-ce que ça fonctionne pour les fausses conceptions en sciences? Probablement, mais ça reste à vérifier. Ce serait intéressant de voir de quelle façon peut-on développer la capacité générale d'inhibition et est-ce que ce développement de la capacité générale d'inhibition-là peut avoir des incidences assez directes sur l'apprentissage des sciences de façon plus particulière. Dernier point, comme les conceptions ne semblent jamais disparaître du cerveau, il va être important pour l'enseignant de faire des allers-retours constants entre, d'une part, les conceptions inappropriées et les théories scientifiques. Éric Gaspard en a déjà parlé d'ailleurs dans son commentaire. Donc, ça semble être une stratégie qui est très intéressante. Par contre, je ne connais pas de recherches qui ont systématiquement testé ça dans un contexte d'apprentissage des sciences. Donc, en conclusion, la recherche laisse entendre qu'apprendre les sciences, ce n'est pas juste accumuler des connaissances, ce n'est pas juste faire disparaître ces connaissances antérieures ou les remplacer, mais ça semble être aussi apprendre à inhiber. Et pour terminer, je vous dirais que cette stratégie-là de comparer experts et novices est très intéressante pour la neuroéducation, me semble-t-il. Là, c'est limite, par contre. Mais dans un contexte où, pour la première fois, on explore un domaine encore inexploré, celui des mécanismes cérébraux en lien avec l'apprentissage des sciences, ça semble être une première avenue très intéressante à explorer. Dans un deuxième temps, ça serait intéressant de faire des études plus longitudinales pour comparer avant et après un changement conceptuel. Mais ça me paraît intéressant pour plusieurs domaines de la neuroéducation
de penser à cette stratégie de comparer experts et novices en sciences. Merci.